s'il n'y a pas des mécanismes qui permettent de chercher une indemnisation, je pense en particulier au recours collectif, la détermination du préjudice pour le particulier, ça reste plus de la théorie que vraiment de la pratique. Ensuite, l'information trompeuse, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous prends un exemple que je vis assez régulièrement parce que une de nos activités consiste à organiser des réunions d'actionnaires un peu partout en France avec des sociétés cotées. Et une de ces sociétés, Natixis, avec laquelle nous organisons beaucoup de réunions d'actionnaires, et je vois la réaction des gens. Peut-être qu'au moment où cette société a été privatisée, l'information qui a été communiquée au marché était exacte. Il n'empêche que le cours a dévissé de 90%. Alors, comment, si jamais on considérait que l'information, on pouvait prouver que l'information a pu être trompeuse, où se situe comment on évalue le préjudice, puisque certes le cours a baissé de 90%, mais toutes les valeurs bancaires ont baissé de 80%. Donc, est-ce que le préjudice, c'est le 10% de delta, ou c'est si l'épargnant n'avait pas investi? Ensuite, l'information, moi je considère qu'elle est trompeuse parce que on a dit à des gens qui n'avaient jamais mis d'argent en bourse que l'investissement était sans risque. Et là, cette information par nature est trompeuse, elle ne peut être que trompeuse puisque l'investissement boursier, il est forcément risqué. Et ensuite, pour en revenir au recours collectif, comment voulez-vous que des gens qui ont mis 2 000, 3 000 euros, parfois c'est toutes leurs économies, vont faire un recours? Je vois mal comment l'AMF pourrait organiser des transactions si elle recevait 50 ou 100 fois plus de demandes de médiation qu'elle en reçoit d'habitude chaque année. Donc, je trouve l'exercice extrêmement intéressant intellectuellement, mais en pratique, pour le petit porteur, comme on dit trop communément, je ne vois pas très bien où ça tombe. Voilà. Merci. Vous avez fait, comme vous avez dit, l'ensemble des banques a baissé, etc. En fait, la méthode de l'étude d'événements, comme je le disais, elle consiste à calculer l'écart entre une situation normale et la situation réelle. La situation normale, c'est celle d'un benchmark. Et donc, le benchmark doit être approprié. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une banque, le benchmark doit être un benchmark de banque. Et donc, du coup, il va capter l'évolution de l'ensemble des banques. Et donc, l'écart, ça sera justement la différence entre ce qui s'est passé pour cette banque particulière et le benchmark de l'ensemble des banques. Donc, si le benchmark essaie d'avoir baissé de 90, eh bien, on ne captera que, par exemple, le fait que la banque en question a baissé de 100. Et donc, l'écart sera de 10. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Alors, pour le reste, ça dépasse mes compétences. Oui. Pour le reste, j'apporterai pas de réponse complémentaire. La seule chose, c'est que dans votre exemple, vous disiez précisément, alors je ne citerai pas la banque que vous évoquez, puisque je ne veux absolument pas la citer, mais vous disiez vous-même, il y a eu un impact de 90%, et sur les autres banques, il y a eu un impact de 80%. Ben, précisément, l'étude d'événements, elle cherche à mesurer ce différentiel de 10 le plus précisément possible par rapport à l'événement précis dont on cherche à mesurer l'impact. Sur les autres éléments, ce n'est pas cette commission, d'ailleurs, d'une manière générale, qui est compétente. Sur la class action que vous évoquez, c'est pas nous qui réglerons le problème. Il faut s'adresser au législateur. Et sur l'information trompeuse que vous évoquiez dans le même cas, nous avons entendu dans cette commission Madame Cohen-Branche, médiateur de l'AMF, qui a précisément beaucoup de cas, c'est ce que vous nous avez exposé, sur les problèmes de réseau bancaire et le problème de profilage des produits qui sont commercialisés. C'est évidemment pas le sujet dont cette commission s'est saisie, mais on voit très bien ce que vous voulez évoquer. Oui, pour essayer de répondre presque complètement à votre question, mais c'est impossible. On en a parlé avec Colette Neuville en particulier, qu'on a entendu. Alors c'est vrai qu'on n'a rien dit sur l'action de groupe, parce que ça c'était une ampleur très, très, très considérable. Mais avec des expertises judiciaires, avec l'appui de l'AMF, avec un chef de file, avec un contexte de médiation en vue d'une transaction,
on a là un certain nombre d'outils. C'est peut-être pas dans le cas auquel vous pensez, d'ailleurs, qui est le plus adapté, à cause de ce qu'on vient de dire, puisqu'il y a un écroulement général. Mais il y a là un certain nombre d'outils qui doivent permettre aux particuliers investisseurs d'obtenir une réponse satisfaisante à ces questions et lui permettre une indemnisation vraiment aussi proche que possible de la réalité de son préjudice. Mais on sait bien que c'est un parcours d'obstacles quand même. Il n'empêche que par des organismes comme les vôtres, par exemple, il peut y avoir un groupement des victimes et une action commune. Et ça peut être très efficace, mais ça reste encore à démontrer. En tout cas, nous avons voulu montrer les pistes possibles, parce que si on s'enferme d'emblée dans un débat judiciaire entre Dupont et la société qui a fait, ça ne marchera pas. Si au contraire il y a une préparation, il y a des expertises judiciaires, il y a un soutien de l'AMF, là on peut arriver à des résultats. Mais voilà, il faut essayer de trouver les outils les plus crédibles pour arriver à une solution satisfaisante. Oui, monsieur. Deux questions. La première, c'est comment s'articulaient les procédures qui seraient engagées par des particuliers avec la procédure de l'AMF devant la commission des sanctions. Si elle serait simultanée, si on avait des réponses différentes. Alors finalement, il faudra attendre une décision de la Cour d'appel pour avoir une décision qui regroupe peut-être tout. Et la deuxième, c'était sur l'action de groupe. Je n'ai pas bien compris si vous étiez favorable ou pas à l'ouverture en France d'une action de groupe en matière financière. Voilà. Et la dernière question, c'est sur la transaction. Il me semble, mais je me trompe peut-être, qu'aujourd'hui, la transaction devant l'AMF n'est pas possible en matière d'information financière. Est-ce que vous demandez une ouverture, clairement, sur ce domaine? On a bien précisé que le recours à l'AMF en qualité d'expert auprès du juge judiciaire peut être utile, mais doit être limité à la détermination de la matérialité des faits, etc. Alors, la zone grise, oui, c'est la question de la zone grise. S'il y a une procédure de sanction devant l'AMF, c'est une procédure qui se terminera, comme vous le dites, peut-être, devant la Cour d'appel et peut-être même dans la Cour de cassation, etc. Bon. Tout ça peut marcher en concomitance. Évidemment, la procédure de sanction sera déterminante pour préciser la réalité du préjudice, son quantum, et affiner cas par cas. Mais vous aurez observé, on n'a rien dit effectivement d'action de groupe, parce qu'on a pensé que, à supposer qu'on soit d'accord, ce qu'on n'a pas vérifié d'ailleurs, sur l'opportunité de dire action de groupe ou pas action de groupe, tout ça, c'était irréaliste. Parce que dans le contexte actuel où il y a une action de groupe à la française qui vient de sortir, mais qui ne nous intéresse pas ici directement, eh bien, il vaut mieux, dans le contexte actuel, déterminer les moyens de parvenir à quelque chose de plus satisfaisant que du doigt mouillé en disant, voilà, vous aurez peut-être, et vous aurez ça, puis on ne sait pas très bien comment ça se calcule. Voilà. Notre ambition, elle était plus limitée. On vous prie de nous en excuser, on en est désolé, mais on a pensé que par réalisme, il fallait s'en tenir là. Et c'est pas par... on n'a même pas vérifié au sein du groupe qui était pour, qui était contre. C'était pas la question. C'était... Parce qu'on sait bien que c'est un débat. Mais on a voulu identifier les moyens, et d'abord les méthodes, et les moyens d'obtenir un résultat satisfaisant. Alors maintenant, évidemment, on souhaite que les pouvoirs, enfin que d'abord les partenaires et les pouvoirs publics s'en emparent et mettent cela en application. On a voulu être concret, précis, organisé et efficace. Oui. Je voulais juste ajouter, effectivement, on va de toute façon avoir deux procédures qui sont distinctes, tout simplement parce qu'elles ont des finalités différentes. L'AMF n'est pas là pour indemniser, le juge judiciaire saisit et est là uniquement dans une perspective indemnisatrice. Maintenant, les ponts sont nombreux, nous, parce qu'on pense effectivement que l'AMF peut avoir une utilité devant le juge judiciaire pour nous aider à déterminer certaines bornes temporelles. Et dans l'autre sens, il faut savoir qu'aujourd'hui, la tendance de l'AMF est de prendre en considération l'indemnisation dans sa démarche, puisqu'elle considère aujourd'hui, notamment, que dans le montant des sanctions administratives qui sont données, il faut prendre en considération le point de savoir si l'émetteur
à indemniser les victimes, etc. Donc l'AMF elle-même a tendance à faire de l'indemnisation qui peut être accordée par ailleurs un élément de sa démarche. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas eu le rapport auparavant. Je m'engage au nom du club des juristes, mais je peux dire qu'il suffit de le demander pour qu'on vous l'envoie. Oui, non, mais je sais que vous l'avez, ça je ne doute pas. Peut-être reçu par courrier électronique, mais le terme le plus exact, c'est que j'en ai pas pris connaissance. Non, non, mais la diffusion était généreuse, disons. Alors, il suffit de le demander et on vous l'envoie par la poste. Oui, autre question? Bruno Beauvois, SFAF, Société française des analyses financiers. Je voulais vous poser une question concernant la définition d'investisseur. Si j'ai bien compris, vous restez sur le domaine de l'action. Or, il y a aussi beaucoup de titres qui donnent la possibilité à un investisseur de devenir actionnaire à terme, c'est-à-dire les obligations convertibles et autres. Est-ce que vous excluez totalement de votre champ d'analyse cette possibilité? Et d'autre part, il y a aussi comme investisseurs tous ceux qui on développe à l'heure actuelle les emprunts obligataires, donc par tout moyen. Est-ce que aussi vous excluez cette procédure dans ce cadre-là? Non, a priori non. D'abord, on parle bien des textes du règlement de l'AMF, et à partir du moment où il peut y avoir une incidence sur le cours et sur les produits dérivés du cours de bourse, on considère que c'est dans le champ. Enfin, je ne suis pas juriste, mais ça me paraît tomber sous le sens dès lors qu'on parle de l'incidence susceptible d'avoir une incidence sur le cours et sur tous les produits dérivés du cours de bourse d'une action. En fait, j'ai une seconde question. Merci pour votre réponse. Les actionnaires minoritaires, peut-être un particulier détenant 0,0001%, il y a aussi des actionnaires qui ont une plus grande part dans le capital sans être associés à la gestion de l'entreprise, sans être au conseil d'administration et dans les autres organes de l'entreprise. Est-ce que pour vous, l'expert, lorsqu'il fera son analyse, tiendra compte justement de cette prime de plus ou moins part de minoritaire? A priori, oui. Oui. Mon paquet d'actions vaut plus que... Mais comme on se réfère à des données boursières, principalement, on est toujours, comme on le disait tout à l'heure, on se focalise sur l'écart entre le cours normal et le cours anormal, modifié par... Certains investisseurs peuvent mettre, qui achètent sur le marché, peuvent constituer une ligne sur 8 jours, 15 jours, 3 semaines, et s'il y a une session rapide, etc., peuvent peser sur le cours. C'est entre l'investisseur que M. Slikani parlait tout à l'heure et celui qui est un peu plus gros, il peut y avoir des impacts d'autant plus importants sur la matérialité de sa moins-value. Oui. Et là, vous évoquez aussi implicitement la question de liquidité d'un titre. Et effectivement, les analyses sont plus complexes lorsqu'on a affaire à des titres peu liquides. Parce que par définition, les modèles de référence s'appliquent à des marchés liquides. Oui, monsieur, vous voulez... Excusez-moi, je tombe là sur la proposition numéro 5. La Commission estime que la qualité d'investisseur, averti ou non averti, et sa stratégie d'investissement ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation du préjudice subi. Cette notion d'investisseur averti ou non averti est souvent source de beaucoup de frustration de la part des investisseurs, en particulier dans leur relation avec leur intermédiaire financier. À chaque fois que vous voulez acheter une action, l'intermédiaire financier vous demande de cocher moult cases, il vous met même souvent, alors que vous faites des transactions de façon assez régulière, attention, ordre inhabituel, avez-vous bien pris conscience que c'est un ordre inhabituel, cocher avant de confirmer. Bon. On change le micro. Voilà. Et on a souvent l'impression que l'on a, c'est que les intermédiaires, comme parfois aussi les émetteurs, prennent moult précautions pour s'assurer qu'en cas de problème, on ne pourra pas se retourner contre eux.
Donc là, cette proposition numéro 5, est-ce que c'est une façon de dire que l'on soit averti ou pas averti, à partir du moment où on est trompé, on peut pas nous faire prévaloir qu'on était un investisseur averti, qu'on aurait dû mieux faire son travail. Et ça c'est une proposition très forte, parce qu'effectivement, la jurisprudence, et moi j'étais toujours habitué à ça, on distingue selon que l'investisseur est averti ou non averti. Et que, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, on a tendance à dire, il se plaint de la situation de son portefeuille à un moment donné, mais tout dépend du point de savoir quel a été son rôle dans la gestion de son portefeuille, selon que, en fait, il avait délégué à la banque et qu'il a vraiment pris l'essentiel des responsabilités, ou au contraire, qu'il avait piloté la banque en lui donnant des ordres, et sachant qu'il était compétent, parce que la jurisprudence vérifie toujours que la banque pouvait vérifier qu'il avait des compétences. Et évidemment, l'investisseur compétent qui s'engage et puis qui après constate que ses choix ont été mauvais et qui se retourne contre la banque, c'est peut-être pas l'investisseur de la meilleure bonne foi qui soit. Mais ici, nous avons, et ça nous avons pris parti, c'est à la page 63 que c'est expliqué, avant la proposition numéro 5 elle-même, c'est le choix d'une méthode objective. C'est-à-dire que, donc, dès lors qu'on abandonne la perte de chance au profit d'une analyse de l'impact de la fausse information sur le cours des titres, la méthode doit être objective, parce que l'analyse se concentre sur la variation indue du cours de bourse, et la seule question pertinente est celle de l'incidence de l'information sur le cours de bourse. Donc on en a déduit, parce que c'est le marché qu'on doit observer. Et donc, on ne tient pas compte des compétences de l'investisseur, de sa stratégie, de ses diligences, de son comportement. En fait, c'est la rançon de la méthode objective. C'est-à-dire qu'on étudie en quoi l'information erronée a influencé le marché, de façon générale. Que ce soit des investisseurs avertis ou non avertis, ça ne change rien. C'est le marché qui a bougé d'une manière anormale à cause de l'information erronée. Et c'est ça qu'il convient d'apprécier. En fait, cette proposition, d'abord, elle s'insère dans l'ensemble des propositions. Et donc, elle est bien, comme vient de le dire Daniel Tricot, exactement fondée sur le parcours du cours de bourse. Et il est le même, quel que soit le profil de l'investisseur. Ce n'est pas à ça, le profil de l'investisseur auquel on s'intéresse de prime abord. Après, comme on l'a dit ensuite, pour celui qui est en mesure de faire valoir une perte d'opportunité, je dis perte d'opportunité, non pas par opposition à perte de chance, mais comme qualification de la perte de chance. Rien n'empêche un investisseur donné, mais il a la charge de cette preuve-là, elle n'est pas présumée. Autant l'impact sur le cours, c'est quelque chose qu'on peut mesurer objectivement, indépendamment des stratégies d'investissement, de ceux qui viennent demander une indemnisation. C'est un élément objectif en soi, et qui est le même pour tous les investisseurs. Autant celui qui veut faire valoir la perte d'opportunité, il faudra qu'il rajoute une case à la charge de la preuve pour apporter véritablement la preuve que lui, dans sa stratégie d'investissement, parce qu'il était sur une allocation d'actifs comme ci et comme ça, au moment où il a fait le choix, il a fait tel choix qui s'est avéré mauvais parce que l'information n'était pas bonne, et que son choix alternatif était tel autre qui lui aurait fait faire tel parcours, et donc que sa demande d'indemnisation est celle-là parce qu'elle est fondée sur une notion de perte d'opportunité. Voilà. Mais à la base, on s'intéresse au cours de l'action de l'émetteur concerné. Je voulais juste rajouter quelque chose. Je pense que la notion d'investisseur averti, excusez-moi, elle a véritablement un sens, effectivement, quand vous êtes face à un intermédiaire, que l'intermédiaire vous informe plus ou moins sur un produit qu'il vous vend. Et là, il y a une vraie question de savoir, mais est-ce que vous étiez censé savoir ce qu'on vous vend ou pas? Nous, on s'est mis dans une situation différente. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'information qui a été diffusée ou pas par un intermédiaire financier. On est du côté de l'émetteur. Et quand un dirigeant d'entreprise vous dit que son entreprise est florissante et qu'elle va mieux que bien, alors qu'en réalité, elle ne va pas bien, peu importe que vous soyez averti ou pas en face, on vous a trompé, on vous a donné une information qui a eu un impact sur le cours de bourse. La notion d'investisseur averti n'est pas, pour nous, pertinente dans ce contexte-là. Moi, je veux juste ajouter un point sur la perte d'opportunité. Parce qu'il faut qu'à cet égard, le standard de preuve soit assez rigoureux, un peu comme il l'est
pour la réticence de l'OSIF, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut montrer que ça a été déterminant dans le fait qu'on avait une autre opportunité et qu'on n'a pas pu l'utiliser, qu'on n'a pas pu investir dans l'autre opportunité, parce qu'on aurait pu aussi faire les deux. Donc il faut vraiment démontrer qu'on n'a pas pu faire les deux, et que le fait qu'on ait fait A a entraîné qu'on a renoncé à faire B. Et c'est même particulièrement intéressant parce qu'on risque de faire une analogie effectivement avec la responsabilité du conseil en investissement. Mais comme le disait Julie à l'instant, dans ce cas-là, c'est un rapport entre le client et le conseil en investissement. Vous m'avez mal conseillé sur l'organisation de mon portefeuille. En réalité, là on comprend, averti, non averti. Ici, c'est tout à fait différent. Il s'agit de l'investisseur qui se tourne vers les responsables de la société qui lui ont donné une information, peu importe la composition de son portefeuille. Vous m'avez incité, moi, averti ou pas averti, aucune importance. Vous m'avez incité à acheter ou à vendre trop vite ou à acheter trop tôt, etc. Vous m'avez incité à le faire parce que j'ai cru en votre information. Votre information était raisonnée, était erronée. Vous m'avez donc trompé et je vous demande l'indemnisation de mon préjudice. Donc, dans cette limite de l'exercice, qu'il ne faut pas du tout, effectivement, assimiler aux relations entre un investisseur et un conseil en investissement, une banque, etc., dans les limites de cet exercice-là, effectivement, on ne doit absolument pas tenir compte du point de savoir s'il était averti ou non averti, peu importe. Le marché a été faussé. Oui, monsieur. Voilà. Quelles sont les suites que vous entendez donner à ce rapport? Vous, d'abord. Non, on n'est pas des faiseurs de miracles. Hein. C'est le principe du club des juristes, c'est-à-dire on propose, on défend, on expose, à vous de jouer. Mais non, on n'a pas décidé de constituer une société en conseil des investisseurs lésés par les mauvaises informations. On pourrait peut-être entre nous le faire d'ailleurs. Les autorités AMF, direction du Trésor et autres. Ah oui, non, mais là, la diffusion est très intense. Hein. Mais il y a déjà une écoute de leur part là-dessus? Moi, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Moi, j'ai beaucoup de peine. Dans tous les cas où on a fait des propositions, d'autres exemples de propositions au pouvoir public, vous savez, 1 an ou 2 après, s'il y a eu un impact. On aimerait bien qu'il y en ait un. On fait tout ce qu'il faut pour qu'il y en ait un. Et vous pouvez nous aider à en donner un. On espère, en tout cas, ne pas avoir travaillé pour rien. Et que nos idées raisonnables, concrètes, réalistes, efficaces, mais raisonnable. Je veux dire que on aurait pu s'embarquer dans une défense et illustration de l'action de groupe, de la nécessité d'eux. Là, on se serait perdu. Non, on a voulu bien cadrer le problème, montrer les défauts de la méthode actuelle, ce qui nous paraît assez important, parce qu'on estime que finalement on n'y a pas assez réfléchi, et que ça, il me revient à l'esprit une petite phrase qu'un de mes correspondants mettait il y a quelques années, toujours au bas de sa signature dans les courriels: quand tout le monde pense la même chose, c'est que personne n'a beaucoup réfléchi. Et alors, au fond, ce groupe, il est parti de l'idée que tout le monde pensant la même chose, perte de chance, puis ça va bien comme ça, il fallait peut-être y réfléchir. On y a réfléchi, et on propose quelque chose d'assez concret pour les divers partenaires. Oui, on peut dire que le demandeur qui mènera une étude d'événement pour démontrer son préjudice et qui se verrait opposer une décision avec une perte de chance, ne sera pas seul pour défendre sa position. Il pourra s'appuyer sur notre rapport et inviter comme ça le juge à faire un commentaire un peu plus précis sur sa décision. Ouais. On peut dire aussi que si on estime que notre rapport est incontournable désormais face à ce type de problème, on a déjà gagné la partie. Mais c'est vrai qu'on n'est pas le législateur, on n'est pas l'AMF, mais on a eu une écoute très,
de qualité. Vous êtes plus près de la Cour de cassation que nous. Oh non, mais moi je suis loin de la Cour de cassation maintenant, donc d'autant plus libre pour parler. Mais c'est vrai que moi, mon rôle a consisté à expliquer comment on avait utilisé la perte de chance et à ce qu'on dépouille tous ensemble les insuffisances de cette perte de chance. Et ça nous a donné beaucoup d'idées. Et ne croyez pas que le sauvetage de la perte de chance par la voie alternative de l'autre investissement, qui est en fait une voie très difficile, hein, parce que là, c'est vraiment... Il faut que l'investisseur prouve il était prêt de choisir l'autre investissement. C'est déjà très difficile. Et alors après, c'est plus simple. Ça m'aurait rapporté tant, ça, on le voit. Mais la preuve au point de départ est difficile. Donc la perte de chance devient relativement marginale, hein, quand même, dans l'efficacité. Oui. Merci. France Drummond, professeur à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. C'est une question pour Monsieur Perronnet. Monsieur, vous nous avez dit que vous aviez fait des tests. Et je me demandais si votre rapport n'aurait pas gagné en force, en crédibilité, si vous aviez pu joindre quelques-uns de ces tests à votre rapport. Autrement dit, est-ce qu'il aurait été possible d'illustrer, de montrer qu'il y avait une modélisation possible de ce calcul du préjudice de l'investisseur? J'ai l'impression quand même que l'on présume beaucoup des forces de l'AMF et des services de l'AMF, même si, bien entendu, la commission des sanctions n'est pas concernée et que je ne sais pas exactement ce qui se passe avec les services de l'AMF, mais il me semble quand même que c'est extrêmement complexe. On le voit bien, nous, quand on est obligé de se colter à la réalité de la défense d'un émetteur qui nous dit que sa fausse information n'a pas été à l'origine de la baisse du cours, qu'il y a énormément d'autres éléments à prendre en compte et que nous avons du mal donc à faire le départ entre ce qui tient à la fausse information et ce qui tient à l'ensemble des autres éléments dans une période de marché qui a été particulièrement volatile. Comment fait-on? Et moi, j'aurais été très intéressée par quelques annexes nous disant, voilà, dans telle affaire, on aurait pu montrer que... Oui, je comprends votre frustration. En même temps, je pense qu'on partage ça avec Maurice Nussenbaum. Les études de cas sont par définition spécifiques. Et la difficulté, c'était qu'il fallait rentrer dans un bréviaire de 300 pages qui existe aux États-Unis. Il y a une très grosse littérature sur les études d'événements. Donc elle existe, hein, la doctrine existe. On n'allait pas l'inventer ou l'extraire. Je comprends votre frustration. En même temps, d'abord, c'était l'ambition d'un livre relativement modeste et limité, focalisé sur quelques propositions. Et ensuite, chaque cas est quand même un cas d'espèce. Comme vous le dites, il y a un facteur de complexité qu'il ne faut pas exclure. De l'expérience que j'en ai vécue, c'est que parfois vous avez des investisseurs qui arrivent. Colette Neuville nous l'a expliqué aussi quand on l'a auditionné, et qui ont une idée préconçue et voire des préjugés très établis sur l'impact qu'a eu tel événement qui, évidemment, pour eux est devenu dramatique parce que ça les concerne très directement. Et quand, la première chose qu'on doit faire en tant qu'expert quand on est confronté au problème, c'est de resituer l'importance relative, finalement, de l'événement que l'on doit capter par rapport à la situation de l'émetteur. Et ce travail-là, alors on aurait peut-être pu effectivement l'expliquer davantage, il est évidemment essentiel pour resituer le débat, et c'est vraiment un débat de cas par cas. Voilà. Parfois, on constate, vous savez, il y a un cas très simple qui est la jurisprudence Flammarion, hein, qui est citée dans ce livre, où il y a une concomitance d'événements à quelques jours près qui, là, et d'ailleurs les juges sont allés assez simplement à la condamnation, parce que les choses étaient factuellement très clairement établies par rapport au préjudice. Après, il y a tout le débat de la faute, qui est ce qu'il est, je ne reviens pas là-dessus, c'est pas... Mais dans les études de cas, d'une manière générale, il était extrêmement difficile de synthétiser, voire même de donner des choses trop simplistes qui auraient pu être mal interprétées également. Mais je comprends votre frustration. On pourra en parler davantage. Oui, non, pour des raisons de clarté de l'exposé, on a dégraissé à multiples reprises le volume initial du chapitre consacré aux études d'événements pour arriver à quelque chose qui soit compréhensible dans une diffusion large.
Alors, il faut savoir que l'étude d'événements, bon, c'est une méthode qui est utilisée depuis, je sais pas, une cinquantaine d'années, comme je le disais, et tout tient justement à cette notion d'événement, c'est-à-dire isoler l'impact d'un événement spécifique. Et donc, ça implique, premièrement, de pouvoir dater l'événement, et deuxièmement, d'avoir un instrument qui soit très réactif par rapport à l'événement. Or, la variation des cours de bourse est instantanée. Donc, il est possible, à un instant donné, de voir comment le cours a varié par rapport aux autres cours de son benchmark. Et c'est à cela que la méthode sert. Mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner toutes les références souhaitées. Moi qui ne suis pas économiste, je vais vous dire qu'effectivement, vous avez pu voir dans le rapport, les plus longs développements pour introduire une proposition, qui doit être la numéro 5, ont été consacrés à cette question. Mais on a pris un peu comme illustration le Securities Act de 1933. Ça date un peu, je le reconnais bien volontiers. Mais c'était une manière de démontrer comment, aux États-Unis, le problème avait été abordé à la fois sur le plan de la technique juridique et sur le plan de l'analyse économique. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'est pas encore... alors, on fait appel à ces event studies, la technique de l'approche des événements, des études d'événements. C'est vrai qu'on est resté un peu flou dans cette approche des études d'événements. Il m'a semblé que du côté de mes deux voisins, on n'était pas encore arrivé à une méthode qui puisse être suffisamment théorisée pour être présentée comme le schéma normal. Il y a tellement de cas particuliers que on pourra y arriver. Mais vous savez, je dis, par exemple, sur l'évaluation du préjudice corporel. On est arrivé en France, au fil des ans, à établir des barèmes extrêmement précis. Quand vous étudiez, par exemple, le préjudice subi par une entreprise du fait d'une concurrence déloyale, ça devient la bouteille à l'encre. On n'a pas été capable de définir une méthode. Et j'en ai souvent parlé à Maurice. Alors, on sait faire, mais on ne sait pas faire une analyse d'ensemble qui vaille à peu près pour tous les cas. Enfin, moi, c'est ce que je constate en tout cas. Et comme c'est pas moi qui peux le faire, et que mes voisins gardent leur science pour eux, mais savent l'exporter avec générosité, on n'y arrive pas. Et là, c'est un peu pareil. Je crois qu'il y a un vrai progrès à faire, mais les esprits ne sont pas encore assez affermis. Oui, sur le plan de la méthodologie, comme on le voit dans le document, clairement, il y a la période, la zone grise, qui est directement la recherche des événements qui ont pu polluer cette période et donc le cours de bourse, qui est un élément qui est une approche qu'il faut avoir au cas par cas, qui ne répond pas à une méthodologie précise. Il faut regarder et comprendre les éléments factuels. C'est là où d'ailleurs la proposition, comme je le disais tout à l'heure, d'intervention de l'AMF dans le cadre de son enquête sur l'information incomplète, inexacte ou trompeuse peut révéler des éléments de fait très utiles à la définition de cette période grise. Après, il y a la définition du panel de comparables, ce benchmark dont Maurice parlait tout à l'heure, qui effectivement sont deux affaires de cas par cas. Donc une fois qu'on a dit ça, et ça c'est dit dans le rapport, on a dit quand même une grosse partie de ce qui est fondamental, mais ça ne répond pas à une approche méthodologique mécaniste. Elle est une analyse de fait très précis qui contextualise l'événement qu'on doit rechercher pour le définir en tant que tel, et après on met en œuvre des études d'événements pour observer sur le cours de bourse par rapport à ce panel de comparables et sur cette période donnée comment ça a évolué. Voilà. Je pense que ça, c'est dit dans le rapport et c'est ce que suggère le rapport. Aller plus loin, poser des problèmes, et encore une fois, pour être assez souvent confronté à ce genre de sujet, on sait à quel point la vulgarisation à un moment peut entraîner des interprétations inexactes et qui peuvent être... voilà. Donc on n'a pas voulu aller plus loin aussi parce que c'était relativement complexe à expliquer. Voilà. Mais ces deux aspects fondamentaux de l'approche, je pense qu'ils sont dans le document et c'est bien ça qu'il faut quand même intégrer dans l'approche à développer. Puis après, ça peut être relativement mécaniste ou au contraire aboutir. Vous savez, cette histoire de perte de chance, c'est aussi parfois
on est choqué parce qu'on considère qu'il y a véritablement une faute, et je pense que c'est la réaction pas mal de juges en disant c'est absolument inacceptable de s'être comporté de cette manière-là, et il y a une question de loyauté qui intervient, ça n'aurait pas dû intervenir. Et donc, ils ont la volonté de condamner. Après, si on cherche dans un océan d'événements qui sont intervenus et qui ont généré l'évolution d'un cours de bourse sur une période donnée, l'exemple qui était cité de Natixis tout à l'heure, et je ne veux pas parler de cette affaire, mais du 80 ou 90%, on s'aperçoit que cette contextualisation de l'événement qu'on doit capter, elle est extrêmement importante parce qu'on relativise souvent le débat pour voir que dans l'océan d'informations qui a concerné un émetteur, cette information-là, elle était finalement totalement marginale, même si l'acte est critiquable en soi parce qu'il touche à des problèmes de loyauté et autres. Donc c'est pour ça que là, encore une fois, peut-être la proposition, elle est d'objectiver le plus possible le débat et de sortir de ce que je dirais être l'encapsulage dans la perte de chance qui couvrait à la fois du lien de causalité et puis quelque chose qui était aussi peut-être de l'équité ou du punitif parce qu'il fallait condamner. Donc au contraire là, la démarche elle vise à décomposer les étapes du raisonnement. Voilà. Oui, je vais ajouter un point. Le prérequis de la méthode, c'est l'hypothèse d'efficience des marchés. C'est ça. Alors, mais moi, quand j'ai commencé à faire des recherches en finance il y a de ça un siècle, j'avais à HEC un professeur américain à qui je disais « Oui, mais la bourse de Paris n'est pas efficiente. » Alors il me dit « Oui, c'est peut-être vrai, elle est moins que New York, mais elle est plus que Lima. » Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas complètement efficient, mais ni complètement inefficient. Et il faut être suffisamment efficient. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que la limite, c'était les problèmes de liquidité, puisque c'est vrai qu'un marché illiquide ne fonctionne plus de manière efficiente. Bon, une fois qu'on a posé ça, après, effectivement, les événements, ils ne se produisent pas tous en même temps. Donc, si on a une datation très précise de l'arrivée des événements, on peut isoler la réaction du marché par rapport à ces événements dès lors qu'ils sont datés de manière précise. Pour le consultant de rapport, vous verrez notre souci d'ouverture et notre prudence aux notes 111, 112, 113 et 114, où on dit voilà, c'est de l'approche statistique, c'est vrai, bon, mais on aurait pu développer, mais là on serait rentré dans un autre genre. Mais ça sera peut-être le rapport bis, France, qu'on va peut-être éditer un jour. Hein. Oui, monsieur. Pardon. Ça sera juste un commentaire, parce qu'ayant participé au groupe, c'était juste pour peut-être compléter un point sur ce qui a été dit. La méthode marche effectivement très bien quand il y a des événements bien datés. Et je crois, mais on l'a souligné, que quand les événements sont plus diffus dans le temps, ou la diffusion de l'information dans le temps est plus étalée, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et donc je crois que c'est important de souligner que la méthode est un grand pas en avant, mais qu'aux États-Unis, ou quand elle est employée, quand il y a une diffusion finalement progressive, parce qu'il y a des fuites, parce que ça apparaît un peu sur le marché, c'est démenti, etc., c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et je crois que malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça, mais je crois que c'est peut-être une des limites qu'il faut indiquer à la méthode, parce qu'elle est bien meilleure que ce qu'on fait maintenant, mais elle n'est pas totalement parfaite non plus. Juste à revenir sur la méthode que l'on a retenue, il me paraît très important de partir de la perte de chance, parce que c'est ce qui a été rappelé par les personnes qui ont pris la parole sur ce sujet. On a vraiment constaté l'inefficacité et je dirais quasiment l'imposture de la perte de chance. C'était le point de départ. Et on a aussi pris conscience qu'on était face à une difficulté considérable. Et c'est la raison certainement pour laquelle les juges ont fonctionné avec cette notion de perte de chance depuis tant d'années, faute de pouvoir trouver mieux. Donc je crois qu'il faut surtout reconnaître au rapport, premièrement, une volonté de revenir à une certaine orthodoxie juridique. Je crois que c'était le point de départ le plus important, avec la prise de conscience que la perte de chance finalement amène le juge français à juger en équité, et que finalement ce n'est pas légitime et souhaitable. Et donc les propositions que nous avons conclues dans ce rapport ne sont pas là aussi idéales. Pourquoi ? Parce qu'elles intègrent le fait qu'on est face à une très grande difficulté d'évaluation, en particulier, comme l'a dit France, en présence d'une multitude de critères de considération qui à un certain moment rendent l'évaluation très complexe. Voilà, je pense que je crois que la méthode me paraît essentielle dans la façon dont nous avons abordé cette question. C'est un constat de pas de déficience, mais de
non-légitimité d'une méthode retenue par le juge avec une tentative de substitution. Et effectivement, on a conscience que la tâche n'est pas complètement terminée, c'est complexe, c'est vraiment très complexe. Mais le point de départ était très important, c'était de constater que la perte de chance n'était pas finalement le bon chemin, qu'il fallait trouver une alternative. Alors l'alternative peut être contestée, mais au moins elle a le mérite de revenir, ou en tout cas de vouloir revenir à une certaine orthodoxie juridique. Il faut remettre les choses dans l'ordre. D'ailleurs, je donnais tout à l'heure l'exemple de l'indemnisation du préjudice pour une concurrence déloyale. Les juges du fond, les juges du premier degré, disent unanimement, mais quand il s'agit d'évaluer le préjudice, le dossier est vide. On ne sait pas faire parce que les parties ne nous donnent pas les moyens de faire. Et tout ça, c'est approximatif. Alors, c'est peut-être une manière pour eux de se dédouaner, mais c'est quand même une réalité. Et là, ce qu'on a voulu, c'est permettre aux parties d'avoir de l'audace en proposant des méthodes statistiques, des méthodes objectives, en s'appuyant sur l'AMF, sur un certain nombre d'institutions, pour nourrir le dossier, pas forcément judiciaire d'ailleurs, qui peut être dans une médiation, mais pour nourrir le dossier. Et ma conviction, c'est que c'est dans le mouvement qu'on saura faire. C'est en essayant de faire qu'on arrivera à dégager les méthodes communes, générales, des systèmes qui sont satisfaisants. Mais on ne sait pas actuellement, ex nihilo, sortir la bonne méthode. Mais par une suite. Alors, en sortant des sentiers battus de la perte de chance, en entrant dans une approche des événements, dans une approche objective du marché et dans une étude, on fixe les cadres et on pourra ainsi construire la bonne méthode. Mais aujourd'hui, à mon avis, c'est impossible de dire. D'ailleurs, si on savait le faire, on n'aurait pas eu besoin de réunir notre commission, hein, finalement. On aurait dit quelque chose sans intérêt.